Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette première édition des Jeudis du FSE. Alors, il s'agit d'une nouvelle émission qui vous est proposée par la Délégation générale de l'emploi et de la formation professionnelle, la DGEFP du ministère du Travail, pour y voir plus clair sur ce Fonds social européen, ce FSE, et vous témoigner des actions et des dispositifs qui sont mis en place grâce à lui. Alors pour chaque émission, nous allons régulièrement naviguer dans les thématiques qui sont traitées par ce FSE, comprendre ce qu'il apporte, comment les actions sont mises en œuvre, quels publics sont accompagnés, et cela à travers les témoignages d'experts, d'interlocuteurs des ministères et de participants à des programmes issus du FSE. Pour chaque émission, nous choisissons un thème et face à la crise sanitaire et aux conséquences terribles qu'elle risque d'avoir sur les jeunes, nous avons logiquement décidé de consacrer cette première édition à la lutte contre le décrochage scolaire. Nous allons explorer ce thème en détail grâce à nos experts et à nos intervenants qui sont présents aujourd'hui en plateau et en visio, et oui, c'est les choses d'aujourd'hui, et à travers les témoignages aussi de jeunes qui ont été accompagnés par des programmes du FSE. Alors, vous avez la possibilité de poser des questions par le chat qui vous est proposé et au fil de nos discussions, nous allons y répondre au fur et à mesure, donc n'hésitez pas. Une précision encore, je n'ai pas de masque, mes invités n'ont pas de masque en plateau parce que nous respectons les distances de sécurité, donc aucun souci là-dessus. Et d'ailleurs, pour cette première édition, je suis vraiment très bien entourée pour parler de la lutte contre le décrochage scolaire. On va commencer, avantage à ceux qui sont en visio, on va commencer par les présenter. Je suis avec Mélanie Tournier qui nous a rejoint donc en visio. Bonjour Mélanie. Bonjour. Vous êtes chargée d'études au département de l'Union européenne et des organisations multilatérales au ministère de l'Éducation nationale et vous êtes en charge du dossier du FSE. Dominique Lévesque est également en visio avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes déléguée de région académique à l'information et l'orientation dans les Hauts-de-France. Bienvenue à vous deux en visio. Et en plateau, nous sommes avec Béatrice Evenot, responsable de l'évaluation et du suivi de la performance du FSE à la DGEFP. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue. Frédéric Guillemine, vous êtes chargé du suivi et de l'évaluation du FSE, également à la DGEFP. Bienvenue. Bonjour. Nous avons également avec nous François Lecouturier. Vous êtes consultant en évaluation des politiques publiques chez Itinéraire Conseil. Et Karine Philitz, consultante chargée d'études chez Itinéraire Conseil également. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et je vous propose d'attaquer tout de suite l'émission, dédiée aujourd'hui donc à la lutte contre le décrochage scolaire. Mais avant toute chose, un petit tour d'horizon sur ce thème. De quoi parle-t-on exactement ? Alors, en matière de définition, un jeune en décrochage scolaire, c'est un jeune qui est sorti du système scolaire sans avoir obtenu de diplôme. À octobre 2020, 68 000 jeunes participent en France à des opérations qui sont prises en charge par le FSE. Leur profil, 89% d'entre eux ont moins de 18 ans et 90% ont un niveau scolaire très faible. Les raisons de ce décrochage scolaire sont multiples, leurs conditions économiques et sociales, leur santé parfois, les problèmes familiaux, les difficultés scolaires ou même encore le harcèlement. La lutte contre le décrochage scolaire, c'est une priorité pour l'Union européenne qui, à travers ce fonds, le FSE, finance des actions et des dispositifs. C'est aussi bien sûr une priorité pour la France, surtout dans ce contexte, et le ministère du Travail, en tant qu'autorité de gestion du programme opérationnel national, anime tous les acteurs qui sont impliqués. Un objectif, donner aux jeunes le maximum de chances pour se former, pour réaliser un parcours professionnel adapté à leurs compétences et à leurs envies, et trouver un emploi, bien sûr. C'est un sujet transversal. Le décrochage scolaire concerne toutes les régions françaises, qu'elles soient métropolitaines ou ultramarines, qu'elles soient rurales ou urbaines. Alors, quelques exemples de dispositifs qui sont soutenus par le FSE sur la période 2014-2020, des actions de prévention de l'échec scolaire, des informations sur les secteurs, la promotion aussi des métiers porteurs et bien sûr l'accompagnement personnalisé des jeunes en risque de décrochage. Ce sujet, ça reste évidemment l'un des axes prioritaires du FSE+, pour la prochaine programmation qui est en cours d'élaboration. Voici pour ce tour d'horizon, ce 360 degrés sur le décrochage scolaire, mais rien de mieux que les expériences vécues pour comprendre les sujets traités.
Alors, je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage d'Amine, 23 ans, il habite à Lyon. Amine a été accompagné dans le cadre d'un dispositif Sport dans la ville qui est financé par le FSE. Place à l'expérience, on écoute tout de suite Amine. Je suis aide-monteur électricien chez EPAGE à l'Arboël et pour l'instant je suis en intérim et là pour l'instant je cherche ce que je veux faire parce que j'ai pas trop d'idées. Franchement je sais pas trop. Franchement c'est mon dilemme de ce moment. Je sais pas quoi faire en gros. Il y a du travail je dois prendre mais je sais pas quoi faire exactement. Parce que j'étais au sport à ce moment de ma vie et en gros il y avait des entraînements et tout. Enfin moi je suis pendant au moins 3-4 ans voire même 5. Et à chaque fois, il y a Nassim Zidane, il venait, il proposait, en gros, qu'on vienne le voir pour aider professionnellement. À l'époque, j'ai pas calculé. Et, là, ça va faire 3 ans, 2-3 ans, je le sollicite. Je cherchais une alternance. Plus comment je me suis rappelé que Nassim il faisait ça, donc je suis allé, je lui ai demandé de l'aide. Et après, il m'a aidé. Moi, après, j'ai abandonné mon parcours. Je lui ai demandé si je pouvais aller dans la fibre optique, si je pouvais m'aider à trouver un emploi ou une formation. Et il me l'a trouvé. J'ai fait cette formation, j'ai passé mes habilitations, le diplôme. Et après, j'ai fait de la fibre pendant 1 an et demi et j'ai arrêté. Bah ouais, là, ce soir dans la ville, elle m'a donné un coup de pouce. Là, en gros, elle m'a donné un coup de pouce pour intégrer le monde du travail. Et en gros, à faire une formation aussi dans la fibre optique. Là, ça m'a aidé aussi à me faire un peu d'argent, d'avoir de nouveaux projets. Voilà, ça m'a ouvert plein d'idées, quoi. Ça m'a donné un peu plus confiance. Le point fort, c'est que voilà, c'est accessible et que voilà, il ne manque pas de prérequis, pas de situation particulière. Et voilà, en gros, ça aide bien. Franchement, ça aide bien. Comment chercher du travail, à qui s'intéresser, voilà, à trouver plus rapidement du travail. Si vous voulez retourner vers l'emploi ou un truc comme ça, voilà, moi je conseille d'aller à Sport dans la ville. J'ai fait ma recherche ma recherche de métier. J'ai appelé on va dire des patrons pour trouver un stage. En gros, il y a des ordinateurs à disposition, donc je suis allé. Je me suis dit, en vrai, c'est pas compliqué de trouver une formation, en gros, ils nous ont montré que voilà, que si on va intégrer une formation, on donne qu'on a l'envie, voilà. Nassim m'a beaucoup aidé dans la recherche comme dans ce que je veux faire. Il m'a beaucoup proposé proposé de formations. Quand on lui demande, il oublie pas, on va dire. Par contre, là, en ce moment, je suis plus avec Nassim, je suis avec une dame, elle s'appelle Enora. Pour l'instant, là, ma responsable d'insertion, elle est à côté de moi, elle m'aide dans mes recherches. C'est le Covid, il y a le Covid, elle m'appelle, elle me dit, ouais, qu'est-ce que je fais, c'est bien, est-ce que, voilà, t'as trouvé une formation à faire, après, des fois, elle me propose des formations qui pourraient me plaire, ça va, elle prend des nouvelles, elle motive, moi-même, j'aimerais bien trouver ce que j'aimerais bien faire, enfin, ce que j'aimerais faire pour trouver un métier. S'intéresser au métier, de demander, de voir des fiches sur les métiers, de faire des stages aussi. En gros, qui s'intéressent au métier qu'ils veulent faire, en gros. Ils font un stage, s'intéresser à son métier, de se renseigner. Avant de, on va dire, demander une formation. Alors, on vient d'entendre donc le témoignage d'Amine. Alors, ça se fait par téléphone, d'où ce son. Mais on voit bien, en tout cas, on entend par son témoignage que le sport est fortement utile pour réintégrer les jeunes dans le circuit de la scolarité et à terme dans le marché du travail. Et aussi cet accompagnement, quand on lui demande, il n'oublie pas ce conseiller qui est toujours là aux côtés d'Amine. On voit que c'est très, très important, notamment pour redonner confiance et puis de l'espoir à ces jeunes. Alors, pour aller plus loin, après ce premier témoignage, je vous propose un premier éclairage et celui-ci, ça sera de la part du ministère de l'Éducation nationale. Alors, je me tourne en visio vers Mélanie Tournier. Vous travaillez donc au sein du ministère de l'Éducation nationale. Vous êtes en charge du dossier du FSE. Et je commencerai par une question toute simple. Combien est-ce qu'il y a de décrocheurs scolaires en France? Est-ce que la tendance est plutôt à la hausse ou à la baisse? Oui, merci beaucoup. D'abord, merci vraiment pour l'organisation de cette émission, les Jeudis du FSE. C'est vraiment important de valoriser ce dossier qui est technique, fondamental, mais précieux, notamment pour la cohésion européenne. Merci aussi de mettre la lutte contre le décrochage scolaire au cœur de nos réflexions aujourd'hui. Alors, le décrochage scolaire, il est porté au ministère par la Direction générale de l'enseignement scolaire, la DGESCO, au Bureau de l'orientation et de la lutte contre le décrochage scolaire.
Donc, comme vous l'avez rappelé dans votre définition, donc c'est un processus qui est la conséquence d'un désintérêt progressif de l'élève pour l'école et qui conduit donc hélas chaque année des jeunes à quitter le système de formation initiale sans qualification, sans diplôme à finalité professionnelle. Donc, vous le savez aussi, les élèves sont aujourd'hui soumis à une obligation d'instruction jusqu'à 16 ans, à laquelle s'ajoute désormais une obligation de formation jusqu'à 18 ans. Donc, en termes de chiffres, le décrochage scolaire concerne aujourd'hui environ 95 000 jeunes de plus de 18 ans, donc, qui vont se retrouver dans ce qu'on appelle une situation de NEET. Alors, c'est une identification européenne qui signifie que ce jeune n'est ni en emploi, ni en éducation, ni en formation professionnelle. Alors, en termes de tendance, on est à court terme sur une relative stagnation, voire légère hausse, du fait notamment de la période de confinement qu'on vient de vivre. Et je me permettrai d'ailleurs à ce titre de souligner le remarquable investissement des académies et de toutes les équipes éducatives qui a été vraiment sans faille et qui a permis de contenir vraiment ce phénomène, de maintenir le lien avec la plupart des élèves. On a vraiment constaté une modération de cette augmentation du décrochage scolaire grâce à eux, qu'ils en soient vraiment remerciés. À long terme, cependant, on est vraiment sur une tendance à la baisse. On était à 140 000 jeunes en 2011, 95 000 aujourd'hui. C'est pourquoi la France a atteint les objectifs qu'elle s'était fixés dans le cadre de la stratégie Europe 2020, avec un taux d'abandon scolaire qui est désormais de 8,2% en 2019. Donc, on est bien conscient que le décrochage scolaire n'est pas complètement endigué. Les politiques de prévention, de lutte contre le décrochage sont menées depuis plusieurs années. Elles se poursuivent. Elles peuvent se décliner en 3 dimensions. Rapidement, il y a des évolutions importantes au niveau du plan législatif, avec donc cette obligation de formation que je mentionnais, mais également un droit au retour en formation pour tous les jeunes donc, sortis du système éducatif sans diplôme. On a aussi une gouvernance partagée État-région qui s'est matérialisée, qui confie donc aux régions, en lien avec les autorités académiques, toute la mise en œuvre et la coordination des actions de prise en charge. Et enfin, un meilleur repérage des jeunes avec la mobilisation donc, de l'ensemble des acteurs concernés. Bon, bah, des bonnes nouvelles quand même, avec une tendance donc, de long terme qui est plutôt à la baisse, mais il faut rester motivé parce que la situation fait qu'on risque d'avoir un peu de décrochage là, à la suite de cette crise sanitaire. Quels sont les enjeux en fait, de la lutte contre ce décrochage scolaire, notamment sur la question du financement européen, puisque c'est votre domaine? Alors, les enjeux du décrochage scolaire, ils sont multiples. C'est en soi un triple enjeu à la fois humain, social et économique du fait de son impact sur les inégalités. Alors, en France, on a opté pour une politique vraiment partenariale de la lutte contre le décrochage scolaire qui va regrouper l'ensemble des acteurs et des structures impliquées par la formation et l'insertion des jeunes. On articule aussi étroitement prévention et remédiation. Alors, la réforme territoriale qui va créer les régions académiques ainsi que la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ont attribué de nouvelles compétences justement aux régions pour développer cette articulation entre tous les niveaux, que ce soit régional, académique, départemental, interdépartemental, une meilleure prise en compte du coup des spécificités des territoires, notamment par la nomination de délégués régionaux académiques à l'information et à l'orientation, les DRAIO. Donc c'est pourquoi la région académique est devenue vraiment l'échelon de mise en cohérence des politiques éducatives régionales en matière de lutte contre le décrochage scolaire, en coordination avec la région et le préfet, notamment via les plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs, qui sont vraiment un outil fondamental. Alors, l'enjeu premier de la prévention du décrochage scolaire, c'est donc celui de la subsidiarité des actions. Concrètement, les académies se dotent de moyens humains structurants qui permettent d'intervenir au plus près des élèves en termes de repérage, de suivi, d'accompagnement des familles aussi. Donc, c'est grâce à un mariage territorial vraiment, vraiment important qui sera certainement détaillé plus tard. Alors, un enjeu complémentaire, c'est celui de la formation, justement, des membres de la communauté éducative, du réseau des acteurs de l'insertion socio-professionnelle,
notamment la formation aux possibilités de mobilisation du FSE, à la fois pour susciter l'innovation, la mise en œuvre d'actions partenariales également pour permettre d'inscrire ces dynamiques dans le long terme. On peut citer par exemple la semaine de la persévérance scolaire qui a été généralisée au niveau national. Enfin, il y a un enjeu de financement en fait, par le FSE du développement de ces structures de proximité qui sont essentielles, on le voit avec le témoignage d'Amine, le financement des actions de coordination des acteurs. Donc, en cela, le FSE a posé les premières bases et le futur FSE+, que vous avez mentionné ambitionne de concrétiser vraiment cette dynamique-là. Et en soi, je voudrais citer aussi peut-être les GIP FCIP, donc c'est des groupements d'intérêt public à la formation continue et à l'insertion professionnelle, qui sont des opérateurs vraiment précieux en lien bien sûr avec les cellules fonds européens des rectorats pour justement maîtriser la technicité en fait que requiert la gestion du FSE à l'échelle du territoire. D'accord. Très rapidement, parce que le temps file évidemment et on a envie d'avoir tous les parcours et puis les résultats sur l'évaluation. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous appréhendez ce dossier du financement européen au sein du ministère de l'Éducation nationale et avec les acteurs, rapidement? Oui, alors le dossier du FSE, il est porté par la Délégation aux relations européennes, internationales et la coopération, la DRIC, qui est placée auprès du secrétariat général, en lien étroit avec la chargée d'études financement innovant de la DGESCO. Donc, on a une position vraiment macro qui va permettre en fait d'agir en transversalité, à la fois en direction des services experts du ministère, donc DGESCO, direction du numérique éducatif, bâti scolaire, en direction des autres ministères aussi, donc la DGEFP, l'ANCT, l'Agence nationale de coordination de territoire, le SGAE aussi, qui est notre intermédiaire avec les institutions européennes, donc secrétariat général aux affaires européennes. Et enfin, en direction des académies, on a nommé des référents FESI académiques pour pouvoir consolider notre réseau. Donc, bon, rapidement, nos axes de travail sont au nombre de 5. On va vraiment favoriser d'abord la médiation entre les académies et les autorités de gestion au niveau territorial, les directs, les conseils régionaux, les référents FESI. On va fournir des informations donc actualisées à notre réseau qui proviennent donc des interlocuteurs que j'ai cités. On va travailler surtout sur les pistes de simplification et de mise en cohérence des politiques de contrôle et de justification qui sont nombreuses et qui nous sont remontées donc par tous nos interlocuteurs académiques. On va former aussi les acteurs du secteur éducatif, comme je le disais, pour mieux s'emparer encore des opportunités qu'offre le FSE. Et enfin, on prépare une programmation 2021-2027 qui réponde le plus précisément possible aux besoins des acteurs impliqués par le secteur éducatif. Merci beaucoup, Mélanie, pour ce tour d'horizon côté ministère de l'Éducation nationale et sur la question du financement européen, sur la lutte contre le décrochage scolaire. Pour poursuivre cette séquence éclairage, je vous propose donc de me tourner vers vous, Dominique Lévesque, en visio. Vous êtes donc délégué de région académique à l'information et l'orientation de la région Hauts-de-France. On parlait des académies, justement. Vous travaillez sur le sujet. Et première question toute simple, quel est le contexte chez vous dans cette région des Hauts-de-France? Assez rapidement, évidemment. Oui, bien sûr. Le contexte local, il est directement lié à nos indicateurs socio-économiques qui sont très fragiles en région Hauts-de-France, même s'il y a une vraie dynamique régionale auprès de notre jeunesse. Le contexte socio-économique, c'est quand même un taux d'illettrisme très largement au-dessus du taux national, tout comme le taux d'habitants en dessous du seuil de pauvreté, tout comme le taux de diplômés d'enseignement supérieur. Et c'est directement lié donc à notre politique d'égalité des chances et de nécessité d'équité sociale, puisqu'on s'est rendu compte que des déterminismes sociaux et territoriaux impactent fortement les parcours de nos jeunes, et le besoin de sécuriser les parcours de nos jeunes en travaillant sur la prévention du décrochage sont donc intimement liés à cette politique d'égalité des chances. Donc en fait, lutter contre le décrochage scolaire, c'est pour nous le levier de notre politique d'égalité des chances. Très clairement, nous avons dans ces indicateurs repéré que effectivement les élèves qui décrochaient, même si on sait que ces élèves peuvent venir d'horizons différents, sont essentiellement sur des territoires particuliers marqués par ces indicateurs dont je viens de vous parler.
Alors, du coup, face à cette situation et ce contexte très particulier, quels sont les enjeux de bien organiser cette prévention du décrochage scolaire dans votre territoire et votre académie? Vous l'avez dit, les enjeux, c'est la recherche de complémentarité. Le risque toujours dans une politique de prévention de lutte contre le décrochage, qui touche quoi? Qui touche ce qui se fait dans la classe. C'est-à-dire concrètement, est-ce que les modalités pédagogiques, d'évaluation, sont des modalités qui favorisent l'accrochage? L'absentéisme, les conseils de discipline, qui, on le sait, sont vecteurs de décrochage scolaire, et la vie dans le harcèlement, la vie dans l'établissement. Donc, on a des indicateurs qui font qu'on doit harmoniser toute notre politique. Je rajouterai la politique d'internat, par exemple. Et donc, l'enjeu, c'est d'harmoniser. Puisqu'on a constaté, comme vient le dire Mélanie Tournier, nous, une stagnation depuis 3 ans. On a bien baissé sur nos chiffres de décrocheurs, de repérage, même si on est quand même 1,5 point au-dessus du national. Donc, nous, on a encore beaucoup à travailler, mais vous avez vu que nos indicateurs peuvent expliquer cela. Et nous, notre enjeu, c'est la voie professionnelle. On a une voie professionnelle très forte en Hauts-de-France, qui est valorisée, c'est-à-dire elle est demandée par les familles, ce n'est pas une orientation par défaut. Pour autant, ils sont 15% à décrocher de cette voie professionnelle. Donc, l'enjeu, il est aussi au sein de la voie professionnelle pour que les orientations soient peut-être plus accompagnées, plus choisies, et puis peut-être aussi plus inscrite dans le temps. Alors, vous avez parlé de voie professionnelle, d'internat, d'accompagnement pédagogique. Comment on fait ce lien? Comment vous travaillez en fait au sein de votre territoire sur cette thématique pour qu'il y ait cette coordination, cette cohérence? Alors, le lien, il a été fait à travers un dispositif qu'on a appelé Perceval, Persévérance à Lille, où on a donc déterminé différents acteurs. Et ce dispositif Perceval est d'ailleurs soutenu par les fonds européens et très fortement. Donc, toute notre politique, elle a été articulée autour de différents axes. Donc, je viens de vous en parler, l'axe pédagogique, l'axe éducatif, l'axe formation. C'est extrêmement important de former nos personnels et de former nos référents décrochage. Dans chaque établissement, il y a un référent décrochage qui anime le groupe de prévention du décrochage scolaire dans l'établissement. Et donc, on a mis en place une vaste opération de formation, puisque nous avons une grosse académie à la région de France, que sur 3 ans, qu'on vient de terminer, et qui fait que tous les acteurs appréhendent bien toutes les possibilités de travail sur ce décrochage. On est en train de mettre en place actuellement un observatoire du décrochage scolaire. C'est un observatoire régional dans un premier temps, qui va devenir un observatoire de territoire. On veut que chaque bassin d'éducation ait un observatoire pour que tous les acteurs impliqués aient une visibilité sur ce qui se fait vraiment sur le terrain. Notre enjeu, c'est la visibilité et la complémentarité, cohérence, harmonisation. Bon, c'est un bon tour d'horizon sur ce que vous faites, sur la réalité du terrain, de votre territoire et de la manière dont vous vous engagez sur le sujet. Je vous remercie déjà à toutes les deux d'être intervenues sur ces sujets-là. Et vous restez avec nous puisqu'on traitera au fur et à mesure des questions qui vont être posées sur la plateforme. Alors, on va s'intéresser maintenant au soutien que procure le Fonds social européen. Quel dispositif et actions il soutient en France? Comment est-ce que ça s'organise, cette aide? Quel retour sur la programmation 2014-2020? On voit ça tout de suite. Et alors, pour se pencher sur le FSE, je me tourne vers vous, Béatrice. Béatrice Evenot, vous êtes responsable de l'évaluation et du suivi de la performance du FSE à la DGEFP au ministère du Travail, bien placée pour savoir ce qui s'y passe. Alors déjà, pourquoi le FSE intervient sur cette thématique spécifique de la lutte contre la prévention, le décrochage scolaire? Alors, le FSE intervient sur la thématique de lutte contre le décrochage scolaire parce que l'un des objectifs de la stratégie UE 2020 est de réduire le taux de décrochage scolaire dans l'Union européenne à moins de 10%. Et même pour la France, l'objectif était de 9,5%, et il a été rappelé par nos collègues de l'Éducation nationale. Ce seuil est atteint puisque nous sommes, on rappelait, à 8,2 en 2019. Et début de programmation, on était à 9%.
Donc, le FSE s'inscrit dans cette stratégie et également est adossé aux politiques publiques de l'État. Donc, c'est un enjeu fondamental que le FSE soutient. Alors, ce que je voudrais rappeler, c'est que la gestion des crédits européens est partagée entre l'État et les régions. Sur cette thématique de décrochage scolaire, la prévention est prise en charge par l'État, selon les lignes de partage, donc en partenariat avec l'Éducation nationale, et les régions sont compétentes pour le raccrochage, même si parfois la ligne de démarcation n'est pas toujours aussi claire, hein, et effectivement sur les territoires, les régions ont pu tout prendre, l'Île-de-France, ou certaines régions, on le verra peut-être plus tard, et puis nos collègues itinéraires conseils vont le dire, certains territoires et donc services de l'État sont plus impliqués sur les actions de prévention. Alors, l'enjeu, puisque le programme opérationnel national FSE est sur la prévention du décrochage, l'enjeu, c'est tant de réussir à réintégrer les jeunes qui sont en situation de décrochage, donc de les réintégrer dans des formations, des filières de formation, que d'anticiper ces situations, puisqu'on le sait, dès lors qu'il y a une scolarité difficile, ben, vous aurez plus de mal à finir votre scolarité, et les études comme celle du CEREC montrent très bien que le niveau de formation est un facteur déterminant pour la suite et l'accès à l'emploi, donc dans le parcours professionnel. Voilà. Alors, au sein de la DGFP, vous avez mené toute une évaluation justement sur les actions et les dispositifs soutenus par le FSE. Qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce qu'on a un peu des enseignements principaux? On viendra sur le détail après des résultats quantitatifs et qualitatifs avec itinéraire conseil, mais déjà des enseignements principaux de cette évaluation. Alors effectivement, nous avons conduit l'évaluation d'impact de l'axe 1 du programme opérationnel national FSE, qui vise plusieurs axes, puisqu'on a l'accompagnement vers l'emploi des demandeurs d'emploi et des inactifs, l'accompagnement aussi et le développement de l'entrepreneuriat et cette problématique du décrochage scolaire. Donc aujourd'hui, on s'intéressera aux résultats et qu'est-ce qu'on a cherché à montrer dans cette évaluation. Donc, on répond à une exigence européenne, puisqu'on doit évaluer l'efficacité, l'efficience et l'impact du programme, chaque autorité de gestion qui a des crédits européens. Et donc, ce qu'on a cherché à savoir, c'est, on a essayé de comprendre la logique d'intervention du FSE, quelles sont les actions qui sont mises en place, quelles sont les actions qui sont soutenues, comment elles sont mises en place, quels sont les effets, donc quels sont les effets sur l'offre et également les effets sur les participants, donc les jeunes, puisque sur cette priorité, on est sur des jeunes de moins 25 ans, puisque la logique est de conduire à plus de jeunes qui participent à des actions de prévention. Et donc, nous avons souhaité, dans cette évaluation, donner aussi la parole aux jeunes. Alors, je vais rapidement, puisque après mes collègues reviendront sur, les prestataires de l'évaluation reviendront sûrement sur l'évaluation elle-même. Donc, les effets majeurs sur l'offre et les enseignements qu'on peut tirer. Alors, sur l'offre, en fait, les actions se sont concentrées principalement en direction des jeunes, et sûrement l'effet le plus tangible est l'intensification de l'accompagnement, puisqu'en fait le FSE répond à une logique de personnalisation pour aller au plus près des besoins des jeunes. Donc cela a un coût, et effectivement on constate que les opérations d'action pour le décrochage scolaire sont plus élevées que d'autres actions financées dans le cadre de la programmation
du FSE, on est autour de 1 500 € et un peu plus par jeune. Parce que c'est quelque chose de très personnalisé aussi. Dès lors que vous avez une intensification, ça veut dire et que c'est plus personnel, le coût est plus important, effectivement. L'autre effet, c'est aussi constaté, hein, c'est que le FSE, finalement, le soutien de FSE, il va répondre à des besoins là où d'autres financements n'iraient pas. Donc, il y a un effet réellement levier. Et là aussi, le FSE permet d'accompagner plus de jeunes en situation de décrochage. Et alors sur les participants? Alors sur les participants, regardez les effets sur le jeune qui sort d'un accompagnement. Nous avons des indicateurs déjà de suivi, soit lorsqu'il est en situation de voie de décrochage, il est souvent encore en formation. Et à la sortie, l'indicateur, on va savoir qu'il est en formation. Donc, vous voyez, ce qui nous a intéressé, c'est de savoir, mais qu'apporte finalement l'accompagnement. Alors, effectivement, l'objectif, c'est de rester ou de revenir vers les études. Alors, ce qui nous a intéressé, c'est vraiment le parcours du jeune, puisque les facteurs de décrochage sont multifactoriels. Et donc, nous avons analysé plusieurs parcours. Et par la parole des jeunes, en fait, ce qui ressort essentiellement, c'est que ce qui est important, c'est de redonner, que le jeune retrouve une motivation, qu'il pense qu'il a sa place dans l'école, qu'il n'est pas hors de l'école, et que par l'accompagnement, que l'accompagnement tienne compte de ses attentes, puisque ce qu'on constate, hein, que ce soit en fin de collège ou fin de lycée, c'est que parfois il y a du décrochage aussi parce qu'il y a une orientation par défaut, ou même à défaut d'orientation. Donc, c'est permettre aux jeunes de réintégrer l'école dans de bonnes conditions par un soutien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres effets ou c'est surtout donc la motivation et la confiance, hein, dans ce que vous dites? Oui, parce que, alors, il y a sûrement d'autres effets, mais c'est un des éléments importants, et je pense qu'il est en fait, que ce qui serait intéressant dans le cadre des travaux que nous menons, c'est de regarder à plus long terme les effets d'un accompagnement pour savoir si le jeune qui réintègre une scolarité ou enfin une filière, voilà, où il est réorienté, si par la suite il y reste. Voilà. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup. J'enchaîne directement. Merci Béatrice pour ces précisions. J'enchaîne avec votre collègue Frédéric Guillemine, qui travaille donc également à la DGEFP. Et en tant que chargé du suivi et de l'évaluation du FSE, Frédéric, vous avez pu voir un petit peu ce que faisaient nos voisins européens dans le même domaine de la prévention du décrochage scolaire. Est-ce qu'ils font pareil que nous? Est-ce que c'est différent? Comment ça se passe côté voisin? En effet, Béatrice vous a présenté l'aspect français de la mise en œuvre du FSE, mais le FSE, c'est son intérêt, c'est un de ses grands intérêts présent partout en Europe. Et donc, des opérations ont pu être mises en œuvre partout avec des modalités qui peuvent varier selon bien sûr les besoins locaux. Alors d'abord, je vais commencer quand même par un constat général sur la situation du décrochage en Europe. En 4 points. D'abord, comme l'avait noté Mélanie Tournier, en effet, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le taux de décrochage baisse en Europe. Il baisse à long terme, et il baisse partout. Sur les 15 dernières années, on constate une baisse de 10 points à peu près du taux de décrochage depuis 2005. Donc, il se situe maintenant à 10,7% en moyenne en Europe. Deuxième chose à noter, en effet, c'est que la France est plutôt en dessous de la moyenne européenne, puisqu'on est à 8,2, donc de 2 points en dessous de la moyenne européenne. Et donc, on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Hein. On s'était fixé un objectif de 9% pour 2020. Donc, c'est quand même quelque chose à noter. On atteint rarement les objectifs de politique publique qu'on se fixe. Donc là c'est atteint. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Troisième point que je voudrais noter, c'est qu'il existe néanmoins des variations sensibles entre les pays européens. Par exemple, on passe d'un taux en Espagne de 18% encore de décrochage à un taux en Croatie de 4%.
Globalement, ce qu'on note, c'est que c'est plutôt dans les pays latins et certains pays de l'Est qu'on décroche plus encore. Donc en Espagne, 18%, en Italie, 14%, au Portugal aussi 12%. Donc voilà, il y a certainement des raisons, possiblement culturelles également, qui expliquent ce niveau de décrochage plus fort dans les pays latins. Et dernier point que je voulais noter aussi, c'est que les hommes sont partout plus impactés que les femmes. Donc là, il y a une inégalité à l'envers, si je puis dire. Ouais, pour une fois, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens, en effet, c'est que les hommes décrochent pour diverses raisons qu'on peut expliquer par l'évaluation, en effet, plus que les femmes, et que surtout cet écart entre hommes et femmes ne diminue pas au cours du temps. D'accord. Alors, quel bilan on peut tirer justement au niveau européen de cette action du FSE? Alors, d'abord, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est mobilisé là-dessus. C'est qu'au niveau européen, 8 milliards d'euros ont été mobilisés sur la programmation 2014-2020 sur la problématique du décrochage scolaire. Donc, c'est quand même une somme assez importante, que les pays sont assez mobilisés, même très mobilisés là-dessus, puisque 19 pays membres ont mobilisé de l'argent sur le décrochage scolaire, 19 sur les 28. Donc, c'est quand même un sujet qui est pris à cœur par l'ensemble des pays membres, en accord d'ailleurs avec la stratégie européenne. Il y a beaucoup de participants. Il y a également beaucoup de participants. Il y a 5 millions de participants, c'est-à-dire des jeunes en fait, qui ont bénéficié des crédits. 5 millions de participants. Après, avec des répartitions inégales, c'est la moitié de ces participants sont positionnés sur 3 pays, l'Italie, l'Espagne et la Pologne, qui ont également mobilisé beaucoup plus d'argent que les autres sur ces actions. Mais après, ça ne veut pas dire que ces pays-là considèrent que ces actions sont plus importantes que d'autres. C'est simplement aussi qu'il peut y avoir des stratégies différentes entre mobilisation des crédits de l'État national et de l'Europe. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez quelques exemples un petit peu des pratiques qui seraient soit innovantes, soit très différentes des nôtres, soit très efficaces dans ce que vous avez vu dans votre évaluation? Alors oui, enfin, ce n'est pas notre évaluation, là pour le coup, c'est une évaluation qui a été réalisée au niveau européen. Il y a une évaluation, en plus de notre évaluation, il y a une évaluation qui est faite au niveau européen. Et donc, elle a identifié des bonnes pratiques, si on peut dire. Et donc, je vais vous en citer 3, sachant que vous pouvez trouver beaucoup d'autres sur le site. Voilà, vous aurez sur le site www.fse.gouv.fr, vous aurez très rapidement toutes les informations connectées à cette lutte contre le décrochage scolaire. Alors, par exemple, au Portugal, il existe un programme national de promotion de la réussite scolaire. Et ce plan a pour objectif donc, de lutter notamment contre le décrochage et d'assurer à chaque élève au moins une scolarité d'une durée de 12 ans. Et donc, le FSE finance des actions au niveau de chaque établissement, de chaque école, pour concevoir des plans stratégiques pour lutter contre cette situation. Un autre exemple ? Un autre exemple, en Allemagne, par exemple, il existe des actions financées par le FSE qu'on appelle le 10e grade volontaire. Le 10e grade en Allemagne, c'est l'équivalent de la 3e, de la classe de 3e, fin de collège. C'est des classes qui sont financées pour permettre à des enfants qui ont des difficultés scolaires de pouvoir avoir un diplôme de fin d'études. D'accord. Un petit dernier exemple, puisqu'on dit toujours l'Allemagne. Alors, passons à un autre autre pays. J'ai pris un exemple plus anecdotique, si on peut dire, mais quand même, c'est en Slovaquie. C'est des actions qui sont financées, qui s'appellent les écoles ouvertes à tous, qui sont financées spécifiquement vers la communauté rome pour financer des programmes d'études qui soient adaptés à leurs propres difficultés. Donc, on voit bien cette espèce de personnalisation, adaptation vraiment très précise que permet le FSE. Et c'est intéressant d'avoir cette vision européenne, ce qu'on fait nous, mais aussi ce que font les autres. Merci beaucoup, Béatrice et puis Frédéric, pour ce tour d'horizon. Donc, je vous le répète, www.fse.gouv.fr pour retrouver toutes les informations en lien avec cette thématique. Et je vous propose tout de suite de passer à un deuxième témoignage. Alors, on parlait tout à l'heure d'Amine, avec son témoignage et son accompagnement à travers Sport dans la ville. Cette fois-ci, c'est Carla qui nous raconte son parcours. Elle a 20 ans, elle habite dans le Jura. Alors, je fais un CAP petite enfance et après le diplôme d'ASPEM, enfin la préparation à diplôme. Tout ça par le CNED, donc à distance. Et pour déjà financer un petit peu la formation, puis me faire un peu d'expérience et compléter mes journées, moi je travaille au centre de loisirs et par la suite au mois de décembre je vais faire un service civique.
en école maternelle. Maintenant, c'est de valider mon CAP qui est en juin 2021, CAP petite enfance, et après le diplôme d'APSEM en octobre 2021, en petite école en maternelle, voilà, pour les moins de 6 ans. Apparemment, c'est assez difficile, il y a peu de place. Et après, c'est soit de trouver une place en tant qu'APSEM, mais c'est pareil, il y a peu de place en tant qu'APSEM, ou sinon assistante maternelle, ou en MAM, mais il faut trouver une place en MAM. J'ai commencé par une première année de fac de sport que je n'ai pas eue, donc j'ai redoublé. Et c'est pendant cette deuxième année que j'ai décidé d'arrêter, que je voyais que ça me plaisait plus. Je suis allée voir le conseiller d'orientation qui m'a proposé, donc déjà on a vu ensemble quel autre métier ou formation me plairait. Et donc on a fait un petit travail là-dessus. Et après il m'a proposé de faire partie du programme Aide à la réussite. C'est la maison des étudiants qui organisait ça. Et j'ai accepté. J'ai commencé début janvier. Et donc il y avait 15 jours où on était avec le référent et les camarades où on réfléchissait à une autre formation, à un autre métier. Et après, commencer les périodes de stage, donc c'était 3 mois de stage en tout. Bien sûr, avec le confinement, ça a été réduit à 1 mois, mais j'ai tout de même pu en faire. Donc la première partie du programme, c'était l'accompagnement avec les référents. Et la seconde, c'était les stages chez des entreprises ou des professionnels. Ce que je voulais faire, je voulais aller dans le bois, donc ébéniste. Avec les 15 classes, donc du coup j'ai pas été prise à partir septembre-octobre 2020. Je suis partie en CAP petit groupe. Au tout début, donc on était avec une référente en petit groupe et on a vu tous ensemble quelle autre formation il y avait. On a vu aussi les métiers, etc. Et nous aider aussi à nous inscrire sur Parcoursup avec les lettres de motivation, CV, etc. pour avoir un dossier au top pour être pris quoi. Moi, ça m'intéressait beaucoup pour la lettre de motivation parce qu'elle a pu me lire, elle a vraiment été à l'écoute. Elle m'a relu plusieurs fois et j'avais une bonne lettre de motivation. J'allais notamment pour ça et aussi pour les stages. Ma référente, surtout après les résultats de Parcoursup, elle m'a demandé comment ça s'était passé, etc. L'accompagnement, elle m'avait dit que si j'avais besoin d'elle en ce moment, partir à la fin de l'année scolaire 2020-2021, il n'y avait pas de souci, qu'elle était toujours là à mon écoute. C'était vraiment une personne qualifiée pour nous aider à rédiger les démotivations et surtout les stages aussi, parce qu'ils nous ont donné des conventions de stage et c'est beaucoup plus facile d'être pris en stage avec une convention que sans. Donc je dirais aux autres jeunes de bien se renseigner sur les formations et tous les métiers qui existent et de bien s'entourer avec toutes les personnes qui sont formées pour ça, les conseillers d'orientation notamment. Alors on voit, le son est toujours, c'était par téléphone, donc c'était un petit peu difficile, mais là on voit que quand même sur la partie rédaction des lettres de motivation, du CV, donc c'est un accompagnement pas à pas, encore une fois, que Carla a eu et qui lui a donné confiance, puisqu'elle donne des conseils elle-même, donc elle a eu un niveau de maturité obtenu et de confiance grâce à cet accompagnement. Alors, je vous propose de continuer notre inspection sur ce que propose le FSE dans le domaine de la lutte contre le décrochage scolaire. François Lecouturier, vous êtes consultant donc en évaluation des politiques publiques chez Itinéraire Conseil. On en a parlé puisque c'est vous qui avez réalisé l'évaluation à la fois quantitative et qualitative. Sur la partie quantitative, comment vous vous êtes servi, de quelle source d'information vous vous êtes servi? Alors effectivement, Béatrice Evenot l'a rappelé, l'Union européenne fait obligation pour les programmes opérationnels de réaliser des évaluations d'impact. Mais c'est bien effectivement l'autorité de gestion, en l'occurrence la DGEFP, qui détermine ses attentes particulières par rapport à cette évaluation. Et là, en l'occurrence, ce qui nous était demandé,
c'était de pouvoir en gros de répondre aux questions suivantes. Comment est-ce que l'argent du FSE a été déployé sur les différentes composantes du programme opérationnel? En quoi cette mobilisation des crédits a permis d'améliorer l'offre de services en direction des publics participants? Et puis, concernant ces publics qui en bénéficient, en quoi cette intervention publique, finalement, améliore leurs chances, que ce soit sur le marché de l'emploi pour les demandeurs d'emploi, que ce soit en termes de réussite dans la création d'activités et de reprise d'études et d'insertion pour les personnes en situation de décrochage. Les sources qu'on a mobilisées, en fait, j'utiliserai peut-être une métaphore photographique en disant qu'il y a trois focales. Le grand angle, ça a été d'analyser, de se saisir de la base de données des financements FSE. Donc, sur la période considérée, c'est un peu plus de 1500 opérations, c'est 468 000 bénéficiaires. Donc, c'est des informations assez volumineuses à traiter pour pouvoir, je dirais, préciser de manière le plus claire, le plus explicite possible, finalement, cet argent, il est allé auprès de quel type d'opérateur, en direction de quel public, pour quel type d'opération, sur quel territoire également. Et l'autre focale, c'est celle, je dirais, de l'objectif standard, où là, on est dans une situation intermédiaire à travers une série d'entretiens avec les services de l'État, alors à la fois les services centraux des ministères qui ont en charge ces problématiques-là, au sein de la DGEFP, au sein du ministère de l'Éducation nationale, dans le secteur jeunesse également, et puis sur tous les services déconcentrés de l'État, les directs, qui ont la charge d'instruire les dossiers de demande de financement pour le FSE. On a souhaité aussi interroger un certain nombre de têtes de réseau, ce qu'on appelle des têtes de réseau de porteurs de projets. Alors, à la fois des réseaux institutionnels, bien sûr, comme le service public de l'emploi, mais aussi des grands réseaux associatifs qui se mobilisent sur ces différentes problématiques et qui incitent leurs membres, je dirais les associations locales, à mobiliser des crédits du FSE pour améliorer le déploiement de leurs actions. Et puis la troisième focale, c'est celle qu'on pourrait appeler de téléobjectif. En fait, c'est des études de parcours d'une dizaine de jeunes. Ma collègue Karine en parlera en détail après moi, mais où on s'est intéressé effectivement pour une dizaine de jeunes à quels ont été les éléments de leur parcours, qu'est-ce qui les a amenés à cette situation de décrochage, quelle est l'aide dont ils ont pu bénéficier et avec quels effets. Alors, on reviendra sur les parcours avec vous, Karine, mais à partir de ces sources d'informations, quel bilan vous tirez justement sur le plan quantitatif en termes de nombre de participants, de budget? Alors, sur cette composante du programme opérationnel, effectivement, le volet décrochage, c'est des actions à hauteur de 117 millions d'euros, cofinancées par le FSE à hauteur de 42 millions d'euros. C'est 168 opérations France entière au bénéfice de un peu plus de 45 000 participants. Alors ça, c'est pour, je dirais, la mise à plat des chiffres. Donc, ce qu'on peut noter déjà, c'est que c'est par rapport à l'ensemble du programme opérationnel, c'est quand même une part limitée puisque ça représente, selon l'indicateur choisi, entre 10 et 20% de l'ensemble du programme opérationnel. Donc, c'est pas le volet majeur, le volet majeur étant l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Par contre, ce qu'on observe à travers le traitement de ces données, c'est que, comme l'a indiqué Béatrice Evenot tout à l'heure, le coût de revient des actions par bénéficiaire est beaucoup plus élevé. Il est de 1 544 euros par bénéficiaire, en moyenne, bien entendu, alors que comparativement, pour les actions d'accompagnement des demandeurs d'emploi, on est à un coût 3 fois moins élevé et de moitié pour les actions d'accompagnement des créateurs d'entreprises. Donc, déjà, on voit à travers ces chiffres que je dirais l'axe, la dimension prévention du décrochage, ça n'est pas la composante majeure du programme opérationnel, mais par contre, c'est une composante sur laquelle on investit proportionnellement des moyens financiers assez significatifs.
ce qui s'explique tout à fait, et on le voit dans les travaux qu'on a pu conduire et les observations qui sont faites par ailleurs, que ce qui est déterminant, c'est effectivement l'intensification de l'accompagnement. On ne peut pas, je dirais, intervenir de manière efficace auprès de jeunes en situation de décrochage si on est, je dirais, dans les mêmes ratios d'encadrement, d'accompagnement éducatif que dans le système scolaire normal. Donc, bien entendu, cette dimension-là est tout à fait déterminante et explique le coût et la mobilisation importante de crédit. Alors, quelles sont les structures bénéficiaires de ces fonds, justement? Alors, les structures bénéficiaires, eh bien, elles sont en majorité justement les GIP académiques qui ont été évoquées tout à l'heure par Mélanie Tournier, parce que, en fait, l'accès au financement FSE, c'est quand même quelque chose qui reste compliqué. C'est je dirais, une limite, si on peut dire, que l'évaluation qu'on a conduite a permis de confirmer, c'est-à-dire qu'il y a une mécanique financière, il y a une mécanique d'éligibilité, de justification des crédits qui fait que ce n'est pas forcément immédiatement accessible à une petite association de quartier, surtout si elle n'est pas forcément soutenue en cela, par exemple, par une fédération ou autre. Donc, on a effectivement les GIP académiques qui se sont positionnés sur ces actions pour 35% des opérations, mais 75% du coût total programmé et 75% des participants. Après, on a effectivement des réseaux associatifs comme Apprentis d'Auteuil, par exemple, ou d'autres, bien entendu. On a évoqué tout à l'heure Sport dans la ville à travers le témoignage. Et là, à chaque fois, on s'aperçoit effectivement que ce sont des réseaux suffisamment structurés pour capter, dans le bon sens du terme, les crédits FSE. C'est à la fois, je dirais, une richesse parce que ça permet un réel déploiement de ces actions sur différents territoires, mais aussi une limite que l'évaluation montre, c'est la possibilité d'accéder à ces crédits. On y reviendra aussi avec Karine Philippe tout à l'heure. Objectif atteint ou pas en termes de budget? Alors, objectif atteint, on est effectivement sur une sous-consommation des crédits dans ce domaine-là, sans rentrer dans des détails par rapport aux objectifs cibles, mais il est certain que l'évaluation a montré que pour diverses raisons, les crédits du FSE en faveur de la lutte contre le décrochage ne sont pas mobilisés de manière aussi optimale qu'on pourrait le souhaiter. On le voit bien aussi à travers la lecture géographique des données. Certaines régions se sont peu mobilisées, d'autres plus fortement. Les Hauts-de-France, par exemple, ça a été évoqué. Pour des raisons qui sont liées aux lignes de partage avec les régions en tant que collectivité, mais pas uniquement. Voilà, certains réseaux associatifs se mobilisent, d'autres pas, alors que par ailleurs, ils peuvent être tout à fait actifs dans ce domaine-là. Donc, je notais tout à l'heure que Mélanie Tournier avait indiqué deux enjeux. Un enjeu de mobilisation du FSE en tant que tel. Eh bien, effectivement, l'évaluation confirme qu'il y a un enjeu de mobilisation, de meilleure mobilisation des crédits du FSE. Alors rapidement, avant d'arriver justement au parcours étudié par Karine, si vous pouvez nous dire les profils de ces participants. Alors, sur ces 45 000 participants, la grande majorité, 97%, effectivement, sont considérés comme inactifs, hein, au sens, je dirais, statistique du terme, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni demandeurs d'emploi, ni en emploi, bien entendu, mais inactifs dans ce sens-là, mais c'est-à-dire qu'ils sont encore à l'école, parfois de manière fragile. Voilà. Ce sont, comme ça a été évoqué tout à l'heure, 64% des hommes, des jeunes hommes, donc une très nette dominante masculine dans la problématique du décrochage. Qui perdure, et qui se confirme, je dirais, dans l'accès, la participation à ces actions. Et en termes de tranche d'âge, c'est 80%, donc l'essentiel des jeunes participants à ces actions, 80% entre 13 et 17 ans. Donc on est vraiment sur, j'allais dire, le cœur de cible ou le cœur de l'action, de l'intervention du FSE à travers ces opérations, c'est sur les jeunes de la tranche collège et un peu au-delà. 19% résident dans un quartier prioritaire, donc ça renvoie aussi, je dirais, aux conditions globales, les conditions de vie, de ressources, etc., qui ont été évoquées comme un facteur de fragilité. Également, 21% de ces jeunes sont d'origine étrangère. Voilà comment on peut caractériser en fait les 45 000 jeunes qui ont bénéficié de ces actions entre 2014 et 2020.
Et juste pour finir sur cette partie quantitative, sur les sorties, à l'issue de ces actions, qu'est-ce qui se passe? Alors, à l'issue de ces actions, et les chiffres sont plutôt favorables, puisqu'on observe que 80% des participants sont en formation. Donc, l'effet de raccrochage, il est très net. Tous les jeunes qui participent à ces actions n'avaient pas forcément complètement décroché, mais en tout cas étaient, j'allais dire, à minima en situation de fragilité, de risque important. Donc, ils sont en formation pour 80%. Donc, l'effet de raccrochage est tout à fait notable. 5% en emploi. Et là, il s'agit des jeunes qui sont déjà plus avancés en âge et pour lesquels ce raccrochage se traduit par un accès à l'emploi. C'est relativement durable puisque 54%, 6 mois après, sont toujours en formation. Voilà, donc ce n'est pas juste un effet… Plutôt des bons résultats, un investissement conséquent, mais des bons résultats. Absolument. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation de la partie quantitative de l'évaluation. François, je me tourne donc vers Karine Philitz. Vous êtes consultante chargée d'études, donc toujours chez Itinéraire Conseil, et vous vous êtes occupée justement de suivre ces jeunes dans leur parcours. Même question, hein, comment vous avez mené l'étude rapidement, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé. Oui, donc pour étudier les causes du décrochage scolaire et les effets des dispositifs qu'ils ont suivis sur leur situation, on a utilisé la méthode de l'analyse de parcours, qui est une méthode issue des sciences sociales. Dans ce cadre-là, la méthode a pour objectif d'étudier donc l'effet de ces dispositifs sur les situations de décrochage ou de risque de décrochage des jeunes, mais aussi beaucoup plus largement sur leur situation personnelle, familiale et même résidentielle, sachant que pour certains, ils doivent quitter la maison pour partir faire des études supérieures. Donc, on prend vraiment le jeune dans sa globalité, on interroge tous ces facteurs et on lui pose des questions sur son passé, son présent et aussi comment il se projette dans l'avenir. Donc, c'est assez large. On est, comme l'a dit François, à une échelle micro, une toute petite focale. On a interrogé une dizaine de participants. Donc, par conséquent, l'objectif n'est pas d'étudier vraiment tous les aspects du décrochage qui sont multifactoriels, mais bien d'aller voir les situations individuelles et d'illustrer pour chacune situation ce qui s'est passé et vraiment, on va dire, d'aller dans la dentelle de chaque parcours. Pour faire ça, on a choisi des actions financées par le FSE sur différents territoires qui avaient chacune un angle d'attaque pour gérer ces situations et qui s'adressaient à différents types de jeunes et différents âges. Donc, on est allé dans un collège, dans un lycée, dans une université, une association avec mon collègue Geoffrey Magnier qui m'a accompagnée aussi. Et j'en profite rapidement pour remercier tous les référents de ces dispositifs qui nous ont accueillis dans un contexte sanitaire compliqué et à la fin de l'année scolaire, donc début des vacances. Alors justement, avec toute cette méthodologie, qu'est-ce qui ressort en fait de cette enquête que vous avez menée sur le terrain? Oui, donc déjà, on l'a entendu avec le dernier témoignage de Carla que j'ai eu aussi au téléphone, il y a une vraie problématique d'orientation par défaut ou défaut d'orientation qui est récurrente, à la fois à cause de sorties sans qualification, sans diplôme de l'école, mais aussi des jeunes qui ont passé leur bac, qui vont aller dans les études supérieures et puis après ils vont décrocher à ce moment-là. On voit que les jeunes sont confrontés à beaucoup de choix, à la fois au collège. Ils doivent aussi choisir s'ils vont aller en filière générale, professionnelle. Après, ils doivent choisir quelle orientation. C'est beaucoup de choix pour eux qui doivent être accompagnés. Et quand ils ne sont pas accompagnés, Carla m'avait dit par exemple qu'elle n'avait jamais parlé à quelqu'un, à qui que ce soit, de sa décision d'aller en filière sport et que c'était pour elle une évidence, sans réflexion vraiment. Et donc, on voit qu'il y a vraiment ce besoin-là. Ensuite, ce qu'on a remarqué, et comme l'a dit Béatrice Evenot, il y a vraiment un enjeu de confiance en soi. Et cette confiance en soi, elle se met en place quand les jeunes, on leur donne du temps. On leur donne du temps pour échanger, pour discuter et aussi pour mettre des mots sur leurs difficultés, les difficultés qu'ils peuvent vivre à l'école, que ce soit le harcèlement, que ce soit des difficultés d'apprentissage de certaines matières, de comportement qui peut être turbulent ou de manque de confiance. Et moi, j'ai 2 témoignages de jeunes qui me viennent particulièrement en tête quand on parle de ça et qui illustrent bien en fait cette problématique d'attention portée aux jeunes et de temps et qui va jouer vraiment un rôle sur le décrochage. Donc, on avait Monsieur B, comme on l'a surnommé dans notre rapport, qui a 14 ans
il est en classe Monet. C'est une classe un peu spéciale, ils sont 10. Ils ont une professeure référente qui est là tous les jours avec eux. Et Monsieur B m'a dit, j'aime bien cette classe parce que ma prof, elle ne me lâche pas, elle m'écoute, je peux lui poser toutes mes questions. Et on voit que là, il y a un accompagnement renforcé avec une classe avec un taux d'encadrement supérieur à la normale, donc c'est sûr, ça aide. Et ce jeune, il peut trouver un cadre bienveillant où il peut poser ses questions, sachant qu'il avait aussi des problématiques de comportement turbulent. Et là, il a trouvé une figure d'autorité avec qui il se sent en confiance. À l'inverse, on a Monsieur F. Lui, il a décroché, comme on l'a appelé, parce qu'il est entré au lycée et là, il a subi du harcèlement scolaire. Il nous raconte qu'il a essayé d'en parler autour de lui à professeurs, proviseurs, toutes les personnes à qui il pouvait s'adresser, et il nous dit rien ne s'est passé. Donc en fait, le temps ne lui a pas été accordé pour mettre ces mots-là sur ses problèmes. Donc voilà, il a décroché, et c'est ensuite grâce à la mission de lutte contre le décrochage scolaire, la MLDS, qu'un an après, il va pouvoir retourner en milieu ordinaire scolaire après avoir eu un accompagnement pendant 1 an. On a vu avec le témoignage d'Amine, par exemple avec le sport, que le cadre informel des interactions avec les jeunes était très important pour les récupérer en quelque sorte et puis les ramener dans la scolarité. Oui, c'est ça. Hein. Pour beaucoup de jeunes, le décrochage va suivre une difficulté à s'insérer dans le cadre scolaire qui peut paraître formel, avec un autre monsieur J qu'on a appelé, qui a arrêté d'aller au lycée par désintérêt, difficulté d'adaptation. Et lui, il a été approché par des animateurs d'un dispositif qui s'appelle aussi Sport dans la ville, comme on l'a vu dans l'autre témoignage. Il est approché sur les terrains de foot parce que c'est là où il passe tous ses mercredis, tous ses samedis. Et donc, c'est là qu'il va pouvoir rencontrer cet animateur. Et ça va prendre plusieurs années avant qu'il se fasse confiance à cette personne et qu'il construise un vrai projet professionnel. Donc, ça se fait aussi dans la durée, dans le temps. Et ce que je voulais ajouter, c'est que même dans le cadre scolaire qui peut sembler formel, il existe vraiment des espaces dédiés où les jeunes peuvent s'exprimer. Mais donc, ce qui importe, c'est moins peut-être cette distinction formelle-informelle, mais plus un endroit bienveillant où les jeunes vont sentir qu'ils sont écoutés, mettre des mots et avancer et avoir plus de confiance en eux ensuite. Donc un cadre formel, mais aussi informel, les deux peuvent fonctionner. Le tout, c'est d'être bienveillant et de redonner confiance et envie. Quoi. Juste une dernière question rapide, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est l'accès en fait au financement du FSE pour les plus petites structures qui seraient peut-être moins outillées, moins habilitées, moins adaptées pour ça. Oui, donc on l'a déjà dit, on l'a constaté, les petites structures, c'est celles qui ont le plus de mal à accéder au financement du FSE parce qu'il y a de nombreuses exigences administratives qui sont lourdes pour elles. Beaucoup de porteurs de projets, donc on l'a dit, cette distinction État-région, à qui s'adresser, à qui demander les financements, c'est difficile. Elles ont aussi besoin d'accompagnement sur ça. Aussi pour des petites structures qui souhaiteraient mettre en place des actions, par exemple, de mobilité. Donc prendre des bus, des trains pour sortir de leur lieu, pour aller faire découvrir de nouvelles choses aux jeunes, c'est difficile parce qu'il faut tout justifier, absolument tout, le moindre ticket de bus, de métro. Et donc, ça devient finalement assez compliqué à mettre en place. Et un dernier point, c'est pour des structures qui n'ont pas les moyens d'avancer les frais, le financement peut mettre un petit peu de temps à arriver. Et donc, les structures ne peuvent pas se permettre d'avancer pendant 1 an des frais et vont finalement renoncer, alors que c'est un financement qui est pour elles très pertinent et qui permettrait de financer toutes leurs actions si elles le pouvaient. Donc il faut avoir la trésorerie un peu indispensable pour tenir le temps que les financements arrivent. C'est ça. Merci beaucoup pour tout ce tour d'horizon sur des parcours, à la fois quantitatifs, qualitatifs. On arrive au bout. Alors, je vais quand même vous poser des questions qui sont posées. Une question qui demande si le FSE, est-ce que c'est des moyens pour accompagner l'égalité des chances ? On a vraiment 2 minutes pour répondre à cette question. L'un d'entre vous, en visio ou... si quelqu'un veut répondre à ça, on imagine que ça concourt à ça, à améliorer l'égalité des chances, puisque quand on part avec une mauvaise orientation ou une orientation par défaut, ça va être compliqué dans son parcours. Est-ce que quelqu'un a à y répondre ? Vous aurez en toute façon les réponses à vos questions sur les dossiers qui seront présentés sur www.fse.gouv.fr. Je ne sais pas, François, vous voulez
dire un petit mot là-dessus, qui sera notre conclusion. Oui, en amont, je pense que la mobilisation de ces crédits, lorsqu'ils sont mobilisés par des structures qui ont des véritables projets, c'est une belle opportunité pour permettre de corriger, je dirais corriger dans le bon sens du terme, pas au sens de punir bien entendu, de corriger des parcours qui, pour diverses raisons, emmènent les jeunes vers un avenir qui n'est pas à ce moment-là forcément très, très réjouissant. Donc, rien n'est perdu. Les bons moyens au bon moment, un accompagnement suffisamment intense, ça permet effectivement de corriger des trajectoires qui étaient mal parties, et c'est tout à fait important. Dominique Lévesque, vous souhaitiez réagir avec votre vision sur le territoire des Hauts-de-France? Oui, justement, nous, on a axé notre politique d'égalité des chances sur un des leviers, c'est bien la lutte contre le décrochage. Je voudrais juste peut-être dire, en tant qu'acteur de terrain, que nous, on a retenu dans le cadre de notre projet Perceval, finalement, trois leviers importants. C'est, vous l'avez dit, la confiance et la motivation. Donc, effectivement, on a beaucoup d'actions qui, autour de projets culturels, de projets sportifs, vont aller donner confiance aux jeunes pour pouvoir, une fois cette confiance installée, pouvoir se projeter positivement vers l'avenir. Deuxièmement, l'individualisation, le tutorat. C'est vraiment pour nous l'essentiel, avoir une écoute permanente, quasiment permanente pour ces jeunes, c'est extrêmement important. Et troisièmement, complémentarité. Il faut que tous les acteurs puissent travailler ensemble, puisque comme la problématique du décrochage peut être liée à des problèmes à la maison, à des problèmes en classe ou d'autres problèmes en général qui sont même des problèmes psychologiques liés à l'adolescence, il faut que tout soit complémentaire pour qu'on puisse vraiment accompagner ces jeunes. Merci beaucoup Dominique, parce que vous m'avez donné les 4 mots-clés pour terminer cette émission. Confiance, motivation, individualisation et complémentarité. Je crois que ça résume bien les échanges qu'on a eus sur le sujet de la lutte contre le décrochage scolaire. Je vous remercie pour votre participation active à ce sujet et je vous remercie aussi toutes et tous de nous avoir suivis pour faire ce grand tour d'horizon du décrochage scolaire et des moyens de le prévenir à travers les actions et dispositifs soutenus par le FSE. Nous espérons vous avoir donné une vision plus précise du programme, de ses atouts et puis aussi de la réalité du terrain. Et je vous donne un rendez-vous très prochainement pour une autre émission des jeudis du FSE.